Bonjour à tous, nous allons commenter les diapositives de l'essentiel du chapitre 18, circuits électriques et capteurs. Comme d'habitude, nous présentons la partie du programme concerné avec deux colonnes, notions et contenus, et capacité exigible, activité expérimentale, support de la formation. Nous en parlerons à la fin de la vidéo. Alors, parlons du vocabulaire de base des circuits électriques. Tout d'abord, la notion de dipôle. Un dipôle est un élément de circuit possédant deux bornes. Exemple, un générateur, une pile, un dipôle ohmique, une lampe, un fil de connexion. Notion de nœud, branche et maille. Alors, voici un circuit simple, comportant des dipôles ohmiques, des lampes, un générateur, voilà, et c'est un circuit en dérivation, comme vous le voyez. Donc, un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est un point de connexion d'au moins 3 dipôles. Alors, en se servant du circuit à gauche, on va essayer de détecter les nœuds. Alors, exemple, donc ici, les nœuds, si je regarde le point grand C, est-ce que c'est un nœud? Non, car C n'est relié qu'à deux dipôles, un dipôle ohmique et un fil de connexion. Donc C n'est pas un nœud. Par contre, B est un nœud, puisque B est relié à un fil, un dipôle ohmique et un autre fil. Donc autrement dit, voilà un nœud. De même pour E, E est un nœud également. Voilà. Donc B et E sont des nœuds. Mais attention, C, D, F et A ne sont pas des nœuds. Nous avons vu que C n'est pas un nœud. Il en est de même pour D, F et A. Une branche, qu'est-ce que c'est? C'est une portion de circuit située entre deux nœuds consécutifs. Alors, exemple, la branche BCDE, c'est-à-dire la branche verte, BCDE. C'est bien une portion de circuit comprise entre les deux nœuds B et E. Autre exemple, la branche BE, la branche rouge, portion de circuit comprise également entre B et E. Et BAFE, c'est la branche bleue, également une portion de circuit comprise entre les nœuds B et E. Attention, C, B, E, F n'est pas une branche. Elle contient bien les nœuds B et E, mais elle n'est pas comprise entre deux nœuds. Elle est comprise entre C et F qui ne sont pas des nœuds. Une maille est un ensemble de branches formant un circuit fermé ou boucle dans lequel chaque nœud n'est rencontré qu'une fois. Une maille est orientée. Alors, donnons des exemples à partir de ce circuit. Première maille possible, vous avez une maille orientée ici en rouge, c'est la maille ici que l'on peut noter B, C, D, E. Voilà, cette maille, voici cette boucle. Deuxième exemple, la maille orientée en bleu, ici, c'est la maille BEFA, vous voyez, BEFA, c'est encore une maille. Et troisième maille possible, eh bien la maille orientée en vert, comme vous le voyez, c'est la maille C, D, E, F, A, B. Voici, on fait donc le tour. Voilà. Voilà donc des exemples de mailles dans un circuit simple. Le courant électrique dans un circuit. Alors tout ça, c'est des rappels de cycle 4 que l'on va développer. Tout d'abord, le courant électrique et son intensité. Le courant électrique dans un circuit est dû à un mouvement d'électrons, mais dans les parties métalliques du circuit. On précise cela. L'intensité grand I d'un courant électrique est liée au nombre d'électrons qui traversent chaque dipôle du circuit en une seconde. L'intensité grand I est exprimée en ampères. Alors ampères, ça s'écrit avec une minuscule, bien que ça soit relatif à un homme célèbre.
et le symbole grand A est en majuscule. Mesure de l'intensité d'un courant électrique. Alors, l'intensité grand I d'un courant électrique, toujours des rappels de cycle 4, se mesure à l'aide d'un ampèremètre branché en série. Voici donc un dipôle ohmique. On veut mesurer l'intensité qui circule, qui traverse ce dipôle ohmique. Pour cela, on branche en série un ampèremètre. Voici un ampèremètre. Alors, pour une valeur positive de grand I, le courant doit entrer par la borne A ou MA, petit MA milliampères, et sortir par la borne COM. Alors, donnons un sens du courant. Voilà, le sens de l'intensité, le sens du courant, on marque I ici. Alors, le courant doit entrer par la borne A ou MA, donc nécessairement, cette borne-là doit être la borne A ou MA. Et doit sortir par la borne COM, évidemment il sort par la borne COM qui se trouve donc ici. Voilà donc le branchement à effectuer pour mesurer l'intensité d'un courant électrique. C'est donc ce qu'il faut retenir. Sens du courant électrique. Le courant électrique engendré par un générateur sort par la borne plus et entre par la borne moins. Ça, c'est aussi du cycle 4. Voici un générateur avec sa borne plus à gauche, sa borne moins à droite. Le courant sort par la borne plus. Donc, voici le courant qui sort par la borne plus et rentre par la borne moins. Le voilà qui rentre par la borne moins. Voilà donc ce qu'il faut retenir avec un simple schéma. C'est donc un rappel de cycle 4. La tension électrique aux bornes d'un dipôle. Alors, notion de tension électrique. Une tension électrique, notée grand U, est une grandeur qui mesure la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Grand U est exprimé en volts, de symbole grand V. Alors, différence d'état électrique, c'est un peu vague. On peut faire l'analogie avec la différence de niveau entre deux points d'une montagne, par exemple. Mais on n'ira pas plus loin dans l'analogie. Représentation fléchée d'une tension électrique. Alors ça, c'est typique programme de seconde. La tension électrique entre deux bornes, grand A et grand B d'un dipôle, est une grandeur algébrique positive ou négative, notée grand U indice grand A grand B, représentée par une flèche pointant vers la première borne citée, c'est-à-dire grand A. Voici donc un dipôle AB. On schématise la représentation fléchée de la tension UAB, c'est-à-dire que c'est la flèche pointe sur grand A, voilà, et démarre de grand B. De même, on peut représenter la tension UBA. La tension UBA, ça sera une flèche qui part du premier point grand B et en fait, si vous voulez, la pointe part de B et l'origine, c'est A. Alors évidemment, ce qu'il faut retenir et qu'on peut montrer expérimentalement, c'est que UBA égale moins UAB. Ces deux tensions-là sont opposées. Donc on marque ici, UBA égale moins UAB. C'est donc cela qu'il faut retenir. Voilà. Mesure d'une tension électrique. Alors, la tension UAB entre deux points grand A et grand B est mesurée à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation. Alors, voici un dipôle AB. On représente la tension UAB par une flèche pointant sur A. Et on représente un voltmètre en dérivation. C'est-à-dire aux bornes, branché aux bornes du dipôle AB. Alors, comment doit-on choisir les bornes? Il y a deux bornes dans un voltmètre, la borne V et la borne COM. Alors, la borne V, ici, pour lire la tension UAB, doit être connectée au point A. Donc, vous voyez le point A, et bien ici, nécessairement, on doit mettre la borne V. Et la borne COM est connectée au point B, donc la borne COM se trouve ici. Voilà donc ce qu'il faut retenir d'un point de vue expérimental pour mesurer une tension électrique.
Alors évidemment, il y a des problèmes de calibre après qui se posent, mais ça c'est en TP que nous le ferons. Loi des nœuds, loi des mailles. Alors, parlons de la loi des nœuds. Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des courants qui arrivent d'un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donnons un petit exercice pour comprendre un peu, savoir appliquer la loi des nœuds. Voici un circuit très simple, comportant dérivation, un générateur et 2 lampes. Question 1. Identifie les nœuds du circuit ci-contre. Alors, la réponse, les nœuds C et F, les nœuds sont C et F, pourquoi? Parce que ce sont des points de connexion des 3 dipôles générateurs, lampe L1 et lampe L2. Vous voyez, C est relié à L1, est relié à L2, est relié au générateur. De même pour F. Donc C et F sont les nœuds du circuit. On donne l'essence des courants d'intensité I1, I2 et I3, respectivement dans les branches CF, CDEF et CPNF. Alors voici le sens du courant dans la branche CF, c'est le courant I1. Ensuite, I2, c'est le courant dans la branche CDEF, indiquons-le. Voilà le courant I2. Et le courant I3 dans la branche CPNF qui contient le générateur. Alors, ce courant, on va l'indiquer. Voilà donc le courant I3. Question 2. Applique la loi des nœuds au nœud grand C. Réponse. Donc, on va se demander quels sont les courants qui arrivent au nœud et les courants qui repartent au nœud. Ici, un seul courant arrive au nœud C, c'est le courant d'intensité I3. Donc on le marque, hein. Ici, I3 arrive. Maintenant, les courants qui en repartent, ou les courants, il y en a 2, il y a I2 et I1 qui repartent du nœud C. Donc I1 et I2 repartent. Donc si l'on applique la loi des nœuds, on fait la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud, il n'y en a qu'un seul courant, donc c'est I3, égale la somme des intensités des courants qui en repartent, égale I1 plus I2. Donc la loi des nœuds nous permet d'écrire que I3 égale I1 plus I2. Question 3. Applique la loi des nœuds au nœud grand F. Commente. Alors il va bien falloir montrer l'essence des courants au niveau du nœud F. Vous voyez que le courant I1 arrive au nœud F, à réponse ici, d'accord? Donc voilà le courant I1 qui arrive au nœud F. Le courant I2, lui, il chemine comme ça, et il arrive au nœud F également. Le courant I2. Le courant I3, il chemine ici comme ça, et ici, il cheminera comme ça. C'est-à-dire que le courant I3 repartira du point F. Voilà, donc I1 et I2, effectivement, arrivent au nœud, et I3 repart du nœud. I3 repart. Donc, on va appliquer la loi des nœuds. La somme des courants, la somme des intensités des courants qui arrivent au nœud, c'est donc I1 plus I2, est égale à la somme des intensités des courants qui repartent, il n'y en a qu'un, c'est égal à I3. Donc, nous allons écrire, la loi des nœuds nous impose d'écrire I1 plus I2 égale I3. Commentaire, on compare ces deux relations, l'une obtenue au nœud grand C et l'autre obtenue au nœud grand F, et bien on constate que c'est en fait la même équation. Commentaire, même relation qu'au nœud grand C. Question 4, on a mesuré I3 égale 152 mA, on connaît ce courant, et I1 égale 64 mA. Détermine la valeur de I2. Réponse. Alors on part de ce que l'on connaît, c'est-à-dire l'application de la loi des nœuds. On sait que I3 égale I1 plus I2, loi des nœuds. L'inconnu c'est I2, on va donc en déduire que I2 est égal à I3 moins I1, égale 152 mA, moins 64 mA, égale 88 mA. Je rappelle que mA c'est 1 mA égale 10 moins 3 ampères. Deuxième petit exercice,
Cette fois-ci, on complique un petit peu, on prend un nœud relié à 4 dipôles. On a donné un nœud grand C, donc le voilà, et l'essence des courants mis en jeu au niveau de grand C. Alors, on donne le premier courant, I1, un deuxième courant, I2, un troisième courant, I3, et un quatrième courant d'intensité I4. Alors, on donne les valeurs de 3 des courants, I3 égale 300 mA, I3, I1 ici égale 200 mA, et I4 égale 50 mA. Détermine I2. Voilà, c'est très simple, la réponse, on va appliquer la loi des nœuds, on regarde les courants qui arrivent, donc I1 et I2 arrivent au nœud, et I3 et I4 repartent du nœud. Donc ici, I1 et I2 arrivent, et I3 et I4 repartent. On est donc prêt à appliquer la loi des nœuds, la somme des courants qui arrivent, c'est-à-dire I1 plus I2, égale la somme des courants qui en repartent, égale I3 plus I4. Tout finalement, la loi des nœuds nous impose d'écrire I1 plus I2 égale I3 plus I4. Alors évidemment, on va en tirer l'inconnu I2 du problème, application numérique, I2 égale I3 plus I4 moins I1, égale 300 plus 50 moins 200, le tout en milliampères, égale 150 milliampères. Alors, loi des mailles. Dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Alors, un petit exercice pour une application. On donne la maille orientée ci-contre, la voici. Donc, mais en pointillé, on ne veut pas préciser tout ce qu'il y a dans la maille. On l'oriente, bien entendu, et on a représenté les tensions fléchées U1, U2, U3, U4 et U5 aux bornes des dipôles de la maille. On suppose donc qu'il y a 5 dipôles dans la maille. Alors, voici U1, voici U2, tension fléchée, voici U3, voici U4, voici U5. En appliquant la loi des mailles, établit la relation entre les différentes tensions. Alors, la réponse, on va se poser la question suivante, puisqu'ici, on va regarder les tensions fléchées qui sont dans le sens de parcours, essayer de les déterminer, d'accord? Donc, quelles sont les tensions fléchées dans le sens de parcours? Alors, dans le sens de parcours, on a U1, regardons U1, c'est bien dans le sens de parcours. Voilà donc U1, on la met en violet. U2, non, bien entendu, c'est opposé au sens de parcours. U3, mais on voit très bien que U3 est bien dans le sens de parcours. Hein. Le sens de parcours, il fait comme ça. U3 est dans le sens de parcours. U4, non, hein, il est opposé au sens de parcours. Et U5, évidemment, est opposé au sens de parcours. Donc, il n'y a que 2 tensions dans le sens de parcours, ce sont les tensions U1 et U3, les autres étant opposées au sens de parcours. Donc on va appliquer la loi des mailles. Les tensions U2, U4 et U5 sont dans le sens opposé au sens de parcours de la maille, donc la loi des mailles va nous dire que la somme des tensions U1 et U3, U1 plus U3, est égale à la somme des tensions U2, U4 et U5. Finalement, la loi des mailles nous donne U1 plus U3 égale U2 plus U4 plus U5. Deuxième question, application numérique. Donc on se donne 4 détentions. U2 égale 7,0 volts. U3 ici égale 15,0 volts. U4 là c'est 2,0 volts. U5 3,0 volts. Calcul U1. Donc la réponse, on va utiliser la loi des mailles. On sait que U1 plus U3 égale U2 plus U4 plus U5. On va en déduire l'inconnu U1. Donc l'inconnu U1, d'où on en déduit que U1 est égal à moins U3 plus U2 plus U4 plus U5. Application numérique, U1 égale donc moins 15,0, hein, c'est moins U3, plus 7,0, c'est-à-dire plus U2, plus U4, c'est-à-dire plus 2,0, et plus U5, c'est plus 3,0, le tout en volts. On va en déduire que U1
égale moins 3,0 volts.